Alors, comment se débarrasser des 5 millions de passoires thermiques? Voilà, donc avec nous, Nadia Bouillet, je prononce bien, hein, voilà, directrice générale Action Logement, Sébastien Delpont, directeur Énergie Sprang France, et Philippe Pelletier, qui est avec nous aussi, président du plan bâtiment durable. Merci d'être avec nous. Donc, avant de démarrer, peut-être de répondre à cette question de passoires thermiques et de discuter, j'aimerais juste avoir peut-être votre réaction sur les propos de Yamina. Chacun, peut-être on démarre avec vous, Philippe. Alors, je ne surprendrai personne, vu le rôle que je joue, qui est d'animer un grand réseau d'acteurs professionnels et non professionnels, de dire que je crois profondément à la mobilisation de la société par des initiatives personnelles ou collectives. La parole publique est nécessaire, la parole publique n'est pas suffisante. Nous avons à l'égard de la parole publique une certaine distance qui s'est créée au fil des ans et elle a besoin des relais de la société et voir des citoyens, des consommateurs, des ménages se mobiliser ensemble pour inventer de bonnes pratiques, les faire connaître par les réseaux. C'est quelque chose de tout à fait indispensable. Et je peux simplement dire, en terminant, que ceux qui portent les politiques publiques sont très demandeurs de ces réseaux pour amplifier l'action. Nadia, une réaction ? Alors moi, j'ai trouvé la conférence vraiment très intéressante parce que ça nous montre l'urgence. Enfin, on la connaît. Je pense que si on est là aujourd'hui, c'est qu'on partage cette urgence d'agir sur le climat, sur la sobriété. Et cette notion de sobriété qui est bien plus large que la seule efficacité énergétique. Et je rejoins ce que dit Philippe. Moi, je crois beaucoup aussi dans les actions qu'on peut mener voilà, en tant qu'acteur économique, qu'acteur du logement social pour Action Logement. Pour faire bouger les lignes, on a besoin évidemment d'une orientation, mais je crois qu'elle s'impose à nous en fait collectivement et ensuite on a des moyens d'agir ensemble. Sébastien ? Ce qui marque dans le rapport du GIEC dont elle a été autrice, c'est qu'il y a un rappel, qu'on a 10 ans pour relever ce défi d'enfin changer de vitesse sur ces questions. Et clairement, il n'y aura pas de développement technologique ou sobriété. Ça va être du « et ». On est dans une phase profonde où on n'est pas à choisir un moyen ou un autre, mais un moyen et un autre. Sachant que cette sobriété, cet effort citoyen, avec une part de privation et de changement d'habitude, ça ne sera, de façon macro, que 20 à 25% du chemin. Donc il faudra ce 20 à 25% du chemin, mais 75%, ce sera autre chose. Des investissements massifs, parce qu'il faudra investir de façon décentralisée dans chaque logement ou de façon centralisée, parce qu'on produira massivement des énergies beaucoup plus carbonées à grande échelle. Donc clairement, c'est un ingrédient nécessaire de cette recette d'une transition réussie. Ça n'est qu'un ingrédient qu'il faut absolument mobiliser autant qu'il le faut et dans le temps qui nous est imparti pour enfin changer d'échelle. Alors, on voit, hein, il y a le volume de rénovation à mener, mais c'est énorme, hein, s'il faut le dire. Comment va se faire l'industrialisation ? Est-ce que c'est vraiment la clé du succès derrière, hein, pour que ça soit, on va dire, accessible à tous, hein, parce qu'on ne parle pas des mêmes moyens des ménages non plus, hein. Donc c'est une question que, Nadia, peut-être vous pouvez donner un peu votre vision là-dessus. Alors sur comment on fait, c'est ça ? Alors déjà... Comme disait Sébastien, je pense qu'il n'y a pas une seule solution. C'est-à-dire qu'on est là sur quelque chose qui va être multifactoriel. Alors, nous, en fait, on a la chance d'être détenteur d'un grand patrimoine, 1 million de logements chez Action Logement. Donc, on a mis un plan en place qui va couvrir, je dirais, tous les volets sur l'ensemble de ce parc. Et c'est différent aussi en fonction du type d'énergie qu'on va avoir, de l'étiquette actuelle, enfin, d'où on part, quoi. Et donc, on a derrière une ambition qui est déjà affichée, c'est de dire que toutes ces passoires thermiques au sein de notre parc, fin 2023, tous les travaux sont lancés. Donc, cette trajectoire, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est lancée, donc, et on y sera. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour des logements sociaux au moment où les prix de l'énergie augmentent et que ça a un impact très fort pour nos locataires. Ensuite, il y a les catégories E, hein, parce que les passoires, c'est F et G. Et là, notre trajectoire chez Action Logement, c'est 2030. Et au-delà, je dirais, de l'ambition d'éradiquer ces passoires, il faut qu'on atteigne dans les rénovations un certain niveau d'objectifs
objectif, c'est-à-dire qu'il s'agit d'arriver le maximum dans un niveau de BBC rénovation, c'est-à-dire que d'emmener ces bâtiments à la sobriété vers des étiquettes les plus sobres possibles. Cette année, 33% de nos rénovations sont arrivées à ce label, donc c'est très bien, mais il faut sans doute aller un peu plus loin. Donc moi, je trouve que déjà l'existence de ces labels, c'est très important, et d'arriver à avoir cette ambition de, je dirais, d'économie et de sobriété globale du bâtiment. Et la façon de faire, elle se décline en, je dirais, en plusieurs points. Premièrement, il faut monter en compétences. Donc ça, c'est vraiment faire monter en compétences nos équipes de maîtrise d'ouvrage, mais aussi, je dirais, l'ensemble du secteur. Donc s'entourer des meilleurs spécialistes, des meilleurs AMO sur les conceptions bas carbone, sur les rénovations bas carbone, et puis donner des signaux justement aux entreprises, travailler les cahiers des charges ensemble, parce que c'est un défi qui est collectif. Donc il y a vraiment ce côté monter en compétences, structurer autour de nous un réseau de partenaires avec qui on va pouvoir travailler. Et aujourd'hui, on voit se structurer des industries locales, et ça c'est vraiment important et intéressant de pouvoir travailler aussi sur les territoires, c'est-à-dire et on en parlait aussi avant d'arriver avec Sébastien, derrière ces enjeux de rénovation, il y a des questions de politique industrielle pour notre pays, et donc d'arriver à profiter de cet énorme chantier du siècle pour faire émerger ces filières locales qui en plus vont nous, je dirais, être plus sobres en carbone. Donc il y a aussi ce volet-là. Et puis monitorer notre trajectoire, parce que les discours c'est bien, mais comment dire, le monitoring c'est encore mieux. Donc là, nous on se dote d'un cadre stratégique patrimonial. Notre million de logements, il est monitoré. On a un partenariat avec le Centre scientifique et technique du bâtiment pour suivre cette trajectoire qu'on se donne, mais aussi pour anticiper d'autres facteurs. On en parlait tout à l'heure, le réchauffement climatique, il est devant nous, donc on a aussi une responsabilité de comment on va vivre dans des bâtiments demain avec 2 ou 3 degrés de plus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dès aujourd'hui pour que le confort d'été soit présent dans les bâtiments, et pareil sur les consommations d'eau, comment on anticipe ce sujet, parce qu'aujourd'hui on parle crise énergétique, mais il y en a une autre qui peut se préparer derrière et sur lequel on doit anticiper. Donc voilà, ça fait un volant de mesures et il n'y a pas une solution magique, mais bien une énergie à déployer collectivement avec l'ensemble des acteurs de la filière. Merci Nadia. Et Philippe, vous, de votre côté? Alors, je vais commencer par dire que on n'est pas au moment où le jour succède à la nuit. Le sujet que vous évoquez est un sujet qui est évidemment très lourd, mais qui est traité depuis le Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire depuis 15 ans. Évidemment, il est prioritaire dans le sujet bâtiment et énergie, parce qu'il met en cause la fragilité des occupants des bâtiments. Une passoire énergétique, c'est une maison dans laquelle les gens ont froid parce qu'ils n'ont pas les ressources pour se chauffer suffisamment. Ou s'ils se chauffent, ils peinent à pouvoir régler les factures parce que leur système d'isolation est nul et qu'ils chauffent l'air extérieur. Dans le parc locatif social, c'est la question du niveau de charge que les locataires supportent, et ça crée des précarités. Donc le sujet des passoires thermiques, il a très vite été identifié comme étant principalement un sujet de lutte contre la précarité énergétique. Et pour ça, il y a eu une première action qui a été lancée à destination des maisons individuelles. Les maisons individuelles principalement occupées par des propriétaires, elles ne sont pas louées en France, contrairement à d'autres pays où peu louées, donc occupées par des propriétaires qui n'ont pas beaucoup d'argent, souvent des propriétaires âgés pour lesquels l'idée de faire des travaux est compliquée. Et là, on a massivement mis en place des aides qui arrivent à couvrir à peu près 80% du coût de la dépense. Donc une aide massive. Mais ça ne suffit pas. Et on est sur une démarche qui se met en place, qui se déploie actuellement, qui est d'accompagner ces propriétaires en leur prenant la main et en les aidant dans la prise des décisions successives. Alors, il y a des décisions plus radicales que Sébastien évoquera, avec une industrialisation de la démarche, mais voilà ce qui a été fait. Deuxième champ, et là, vous avez eu le bon élève de la classe avec Nadia,
qui est le parc social, qui s'est saisi avant les autres de ce sujet de la rénovation énergétique, et dans le parc d'Action Logement encore plus qu'ailleurs. Donc il y a là une sorte de démonstration que c'est possible, même si c'est compliqué et même si c'est coûteux. Et puis il y a un troisième, et je termine là-dessus, il y a un troisième champ qui est celui du parc locatif privé, c'est-à-dire 7,5 millions de logements qui sont loués à des gens comme vous et moi, et qui, pour un grand nombre de ces logements, sont énergivores. Et là, on a un vrai problème, parce que le propriétaire bailleur, il n'a aucun intérêt financier à faire les dépenses, parce que ce n'est pas lui qui paye les charges de chauffage, et le loyer ne sera pas augmenté si le logement est moins énergivore. Et donc, il a été mis en place, dans une loi de 2021, une contrainte qui est en perspective de dire attention, les bailleurs privés, attention, il y a un jour où vous ne pourrez plus mettre en location une épave thermique, un logement trop énergivore. Et nous créons des paliers jusqu'à 2035 pour baliser un chemin, mais il reste maintenant à les aider à franchir ce cap pour que leur logement reste dans le parc locatif. Merci Philippe. Sébastien, peut-être partager avec nous, vous, quelle est votre vision? Je pense qu'on a un sujet majeur de changement d'échelle. Aujourd'hui est passé le temps des démonstrations à petite échelle. On a vu que c'était faisable de faire. Il ne s'agit pas de technologie qui n'existe pas. Isoler un bâtiment de façon massive, on sait faire. La question, c'est comment on fait beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est un défi majeur pour arriver à tenir cet objectif d'une France qui a en moyenne tous ses logements en IQAD B en 2050. Et il va falloir multiplier les moyens d'y arriver. Aujourd'hui, comment on fait face à 30% de l'artisanat français qui va partir à la retraite dans les 10 ans, et alors qu'il va faire 3 à 10 fois plus de rénovation, 3 fois 10 d'ambition énergétique plus élevée, selon qu'on parle pour la police ou pour les manifestants, les organisateurs, mais on voit bien qu'il y a un sujet, c'est qu'il va y avoir un changement d'échelle massif. Il va falloir qu'on mobilise beaucoup de moyens différents pour faire, et il va falloir rendre nos artisans bioniques ou en avoir 10 fois plus. Et je pense qu'il y a différentes choses à explorer, sachant qu'il n'existe pas un logement français moyen comme il n'existe pas un français moyen. Il y a une diversité de ménages, une diversité des conditions, une diversité de climat, une diversité de bâtiments, pour lesquels on va devoir globalement trouver un mix de bâtiments. Je pense que ce qu'on va avoir, c'est globalement un parc français de logement qui sera pour 60% en étiquette B en 2050, 20% en étiquette A et 20% qu'on n'arrivera pas à ramener au lieu techniquement, architecturalement de C ou de D. Maintenant, comment on arrive à mener ces combats selon qu'on est en copropriété, en parc social, en logement privé, pour amener dans cette direction d'accélération. Et force est de constater que même s'il y a une diversité de logements qui est précieuse, voilà, l'industrialisation, ça ne veut pas dire début du XXe siècle, vous pouvez voir n'importe quelle couleur, du moment que c'est du noir, fort de thé. Non, on peut faire beaucoup de nuances. Et comment on peut passer de opérations, on va faire de 20%, comme d'habitude, de 80% de spécifique à du 80% générique et du 20% spécifique. Pour arriver à ce changement d'échelle précieux, parce qu'effectivement, il y a des modes de faire qui sont intéressants, qui changent d'échelle, et on ne peut pas se passer de ce moyen. Après, il s'agit de le faire bien, avec des écosystèmes locaux, en un complément utile, comme l'exposait Philippe. Il n'y aura pas un grand soir de l'industrialisation de la rénovation, ça se fera par étapes, parce qu'on va industrialiser les 10% des gestes, puis 20, puis 30, puis 40, selon les typologies de logement. Là, travaillant avec des acteurs sociaux qui vont être acteurs de l'émergence d'une filière industrielle, on voit qu'il y a 30 à 50% du bâti français qui peut se prêter à des démarches de rénovation dite industrialisée avec des solutions de préfabrication qui permettent d'adresser ce sujet rapidement. On arrive, les mêmes compagnons qui arrivent à tresser 3 fois plus de chantiers par an, parce qu'effectivement le temps de travaux est beaucoup plus rapide, et que ça permet aussi de mobiliser des compétences nouvelles et différentes. Aujourd'hui, dans la rénovation, on se prive de la moitié de l'humanité, les femmes. Aujourd'hui, l'emploi sur les chantiers féminins, c'est 10%. Dans l'industrie, c'est 45%. Il y a aussi le fait de préassembler des choses en usine. Ça permet de mobiliser aussi une main-d'œuvre nouvelle, qui vienne d'industries en déclin
qu'on va reconvertir et permettre un retour de l'emploi dans ces filières, parce qu'on va aussi, dans ces modes de faire différents, attirer les jeunes, et on voit qu'on a un challenge majeur, et parce qu'on va aussi accompagner les artisans existants à utiliser ces nouveaux outils à leur disposition. Et c'est pas moins noble d'installer une façade bois préfabriquée de 4 mètres sur 8 que de découper sur chantier des plaques d'isolant de 50 sur 50. On a besoin de tous ces savoir-faire. Par contre, pour le réussir, l'industrialisation, ça demande un effort précieux et intense de planification écologique, énergétique, financière associée. Et on a besoin d'une vision beaucoup plus intégrée de cette planification publique, privée, citoyenne sur ces questions. Parce que ce serait très bien, on veut tout faire en B en 2050, mais quel est le chemin? Si le sujet c'est on a une urgence sur 10 ans, EFG, et remplace toutes les chaudières gaz par des pompes à chaleur, on va avoir pendant 5 ans de gens qui ne savent faire que l'installation de pompes à chaleur. Et on ne crée pas de compétences sur l'isolation des combles ou des façades. Et ensuite, soudainement, on a réglé le problème et on fait autre chose. Donc il y a besoin de se dire quelle est la route, quel est le chemin par segment de marché et par territoire. Parce qu'il y a des gens de très bonne volonté qui me disent, si mon carnet de commandes, c'est des hauts, des bas, comment on arrive à faire cette planification qui doit définir justement ces cahiers des charges et cette planification pour qu'on le fasse intelligemment? Je pense que ça ne peut passer que par une coopération public-privé sur ces questions, avec les territoires. Il y a un élément déjà interministériel, comme on a une politique qui intègre une politique du logement, une politique énergétique, une politique écologique et une politique industrielle. C'était aussi rappelé par Nadia. Aujourd'hui, c'est 40% d'émissions de gaz à effet de serre de l'Europe, le bâtiment. Ça ne fait pas partie des 7 politiques industrielles prioritaires de l'Europe. C'est-à-dire que dans les politiques industrielles dans lesquelles on met des milliards d'euros sur la table pour permettre des développements, on a l'hydrogène, c'est nécessaire, on a les batteries électriques, c'est nécessaire, voilà, on a les énergies renouvelables, c'est nécessaire. On ne considère pas à ce jour que baisser le coût des rénovations par des méthodes industrielles, c'est une priorité industrielle. Je pense que c'est un oubli qui va être précieux de combler. C'est un oubli, c'est une erreur. On l'appelle comme on veut, en tout cas, il va falloir que ça change. Et on a vu ces derniers mois avec la hausse des coûts du matériau que le coût des rénovations n'est pas une constante. Trop souvent, on pense que c'est une constante, le coût de rénovation. Non, on le subit malheureusement parfois à la hausse, et si on l'organisait à la baisse. Aujourd'hui, si les véhicules coûtaient 100 000 euros, on serait un peu moins équipé de véhicules automobiles. Aujourd'hui, c'est sûr que quand une rénovation large coûte 100 000 euros, c'est un peu moins simple de se la financer que si demain elle coûtait 70 000 euros, demain 50 000 euros, demain 40 000 euros, par des effets certes de subventionnement des publics les plus fragiles, mais aussi par des modes de faire, parce qu'effectivement, si les ateliers industriels tournent à plein, parce qu'on a des compétences nouvelles, qu'on arrive à automatiser des tâches, ça sera dans le bénéfice de chacun. Merci Sébastien. Je vais peut-être avoir votre réaction sur ce que Sébastien a dit, mais aussi le fait d'avoir toutes les parties prenantes autour de la table. C'est aussi un peu ça le sujet. L'industrie, on l'a pas toujours fait. On a un peu imposé les constructions et aujourd'hui on revient, on se dit mince, on peut plus construire comme ça. On doit avoir tout le monde autour de la table. Et c'est un peu ça aussi le débat, le sujet. Peut-être Philippe. J'emploie le mot industrie dans un sens un peu différent de celui de Sébastien, qui est l'industrie immobilière. Depuis les industriels qui fabriquent les matériaux et équipements, jusqu'à ceux qui les distribuent, ceux qui les installent, ceux qui les maintiennent, ceux qui assurent, financent, ceux qui gèrent, et je vais jusqu'aux gardiens du lotissement ou de l'immeuble. Bref, l'ensemble de la sphère, l'ensemble de la filière de ceux qui travaillent sur nos logements. Et je dis ceci, regardons les autres branches de l'industrie. Elles ont ces dernières années réussi une mue profonde. Elles ont amélioré leur productivité. Elles ont réduit les temps de production et d'installation de leurs matériaux. Elles ont fléché les performances énergétiques des matériaux avec des scores que vous connaissez, qui sont affichés notamment sur l'électroménager, etc. Il est temps que l'industrie immobilière, c'est-à-dire tous ces acteurs très nombreux, ensemble, soutenus par les pouvoirs publics, réussissent cette mutation, parce que, comme Sébastien et Nadia l'ont dit, le chantier qui est devant nous est un chantier immense. J'aurais l'âge de conseiller à un enfant de choisir une branche d'activité, je lui dirais, va dans le bâtiment. Il n'y a pas le moindre doute que toute ta génération va voir des carnets de commandes croître parce que les besoins
vont être immenses, pas seulement les besoins énergie et carbone, mais aussi les besoins incroyables d'adaptation des logements aux nouveaux usages et au vieillissement. Il va falloir changer tout ça. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter pour les professionnels du bâtiment. Il y a du taf pour absolument tout le monde. Et pour ceux qui sont à l'école, il y a des performances qui vont rendre ces métiers encore plus passionnants. Donc la question de l'offre qui a été abordée et qui souvent est laissée de côté par les pouvoirs publics qui résonnent plutôt du côté de la demande des ménages est une question absolument essentielle. Il faut que tous, chacun à sa place, on hausse le niveau et on assure sur tout le territoire une distribution de cette offre qui existe dans les grandes villes, qui est moins présente partout. Donc ça, c'est le sujet fort. Merci Philippe. Nadia, peut-être juste une petite réaction? Alors, la question, elle a été aussi traitée. Hein, la question, c'est comment, qui décide finalement et comment on arrive à passer la vitesse supérieure. On a plusieurs centres de décision sur l'acte de rénovation. Il y a une conscience collective et je pense que là, aujourd'hui, on l'entend. Hein, et en plus, les prix de l'énergie nous rattrapent. On a un segment de marché finalement en France qui a été bien décrit par Philippe, avec des bailleurs sociaux d'un côté, 5 millions de logements dans le parc social, mais que 7% des passoires en fait, hein, quand vous regardez, parce qu'on a traité ça depuis des années, qui ont la capacité d'être des maîtres d'ouvrage professionnels et donc de pousser des standards, on va dire, sur de la rénovation et de donner de la visibilité aux acteurs. Et après, on a un parc privé qui va être quand même avec beaucoup de décisions, je dirais, individuelles. C'est-à-dire quand on parle du propriétaire occupant, et donc là, il faut réussir à avoir des politiques d'accompagnement de ces propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs. Ça peut passer par des incitations et ça peut passer par des dynamiques territoriales. Je pense à des programmes comme Action Cœur de Ville, où il y a 222 territoires, donc à peu près 230 villes moyennes engagées là-dedans, qui sont des magnifiques territoires de sobriété. Il y en a 7 qui se sont mis en pilote de la sobriété, mais on pourrait le faire avec tous dans la prolongation de ce programme, avec des incitations financières pour reconquérir ces centres-villes et réinvestir dans les centres-villes pour des investisseurs privés, pour des bailleurs sociaux. Donc ça, Action Logement l'accompagne dans sa branche service pour loger des salariés derrière, mais plus globalement, une espèce d'accompagnement d'un écosystème local avec de l'information appropriée, un bon accompagnement, et ça se met en place dans le service public de la rénovation énergétique, des ménages qui sont des décideurs individuels pour passer à l'acte. Et je pense que dans les copropriétés où les décisions sont quand même assez compliquées, même si on a simplifié le droit, là, il faut peut-être demander quelque chose aux bailleurs sociaux, de pouvoir partager ces expériences et ouvrir aussi quelque part aussi bien nos compétences que nos cahiers des charges pour ce réseau, et qu'on puisse aller aussi plus vite dans ces copropriétés. Parce que nous-mêmes, bailleurs sociaux, aujourd'hui, 18% de nos logements sont en copro. Donc ça, c'est intéressant avec le fait qu'on va acheter dans le diffus des logements. Donc on peut aussi peut-être peser plus largement sur ce secteur, mais là où ça va freiner naturellement, ça va être quand même dans des décisions qui doivent être majoritaires et qu'on a du mal à obtenir. Donc il faut réussir à combiner la faisabilité, et ça on peut le montrer, je pense, collectivement avec le secteur du bâtiment, et puis l'incitation, quoi. Donc bâton, carotte et faisabilité technique. En complément de ces propos, je pense c'est important de rappeler que la façon dont on va traiter ce changement d'échelle, cette industrialisation, se fera effectivement de façon distincte par sous-marché. Le segment du tertiaire privé n'est pas celui des écoles, qui n'est lui-même pas celui du logement social, qui n'est pas celui des copropriétés, du logement individuel. Et il y a possiblement dans des efforts technologiques d'industrialisation des dominos à faire tomber dans un certain ordre. Aujourd'hui, sur le mouvement qu'on coordonne, Energy Sprong, une démarche européenne sur ces sujets, les politiques hollandaises ont vu qu'effectivement l'équation économique fonctionnerait le mieux au départ dans des maisons individuelles de bailleurs sociaux.
On a des grands donneurs d'ordre qui sont capables de dire « moi je vous en commande 1000, mon confrère bailleur social à 30 km plus loin il vous en commande 1000, vous aussi ». Et parce qu'il y a une commande de 3000 de 3 grands donneurs d'ordre, ça permet de développer des compétences, d'embaucher, de former, de bâtir un outil industriel qui amorce la pompe, qui aide à baisser les prix. Et grâce à l'initiative de maître d'ouvrage pionnier sur un territoire, on structure cette filière qui, bien sûr, n'oublie pas, quand elle répond à des marchés de copro, de répondre avec ses solutions moins chères grâce à l'investissement de ces bailleurs sociaux grands donneurs d'ordre, moins cher pour les autres, dans les copros puis les particuliers. Donc il y a vraiment un amorçage qui se fera par des grands donneurs d'ordre. Et c'est la responsabilité. On voit que beaucoup d'innovations dans la filière bâtiment ont été poussées par ces grands donneurs d'ordre que sont les bailleurs sociaux. Et ensuite, on passera doucement des maisons individuelles de bailleurs sociaux, aux collectifs de bailleurs sociaux, aux copropriétés, puis aux maisons individuelles par étapes. Ensuite, il y a un gros sujet qui est quand même financier. Il faut quand même se dire qu'une société bas carbone, c'est une société beaucoup plus intense en capital. Un modèle d'énergie fossile, c'est je paye 10 une chaudière année 1 et 10 en combustible chaque année sur 10 ans. Ça m'a coûté 100. Le même modèle en version bas carbone, c'est je paye 90 année 1 et 1 chaque année pendant 10 ans. Alors, in fine, en coût global, ça m'a coûté 100 dans les deux cas. Oui, mais la première année, aujourd'hui, je dois demander 9 fois plus d'argent à mon banquier. Donc les gens vont dire, mais vous avez 9 fois plus de revenus? Dire, ah non, je n'ai pas 9 fois plus de revenus. Et donc ça change profondément l'équation économique. Donc c'est un sujet qui transforme financièrement la société, faire les choses bien en la matière. Ça veut dire que voilà, un bailleur social doit se dire, et c'est son sujet, j'ai besoin de beaucoup plus d'argent, mais comme c'est le cas d'un particulier, et donc on a besoin de reconsidérer complètement l'équation financière à la matière, sachant qu'il y a effectivement ces investissements côté demande, mais de la même façon côté offre, hein, comme l'exposait Philippe. On a besoin d'investir pour qu'ils puissent investir en compétences, en outils, en moyens, en R&D. Donc il y a un sujet d'investissement qui est absolument majeur. Et une dernière dimension de l'investissement, c'est la question des imaginaires. On a des imaginaires industriels qui fait que voilà, j'ai un cousin qui n'était pas très à l'aise avec le système scolaire tel qu'il est. Sa passion, parce que des industriels ont créé cet imaginaire, c'était la moto. Et ben il est devenu mécano auto plutôt qu'il est devenu artisan du bâtiment. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il aurait fait dans la société qu'il aurait des imaginaires différents? Il y a des gens qui ont des posters dans leur chambre, des adolescents de Valentino Rossi, de Thomas Pesquet, et ils rêvent de construire des fusées ou des motos. Il n'y a pas encore assez d'adolescents qui ont des posters de Nadia ou de Philippe dans leur chambre. Donc c'est un sujet, on en rigole, mais il y a quand même une part d'imaginaire autour de ces questions qui fait qu'aujourd'hui, je rêve où je vais. Comment les gens se rendent compte que le bâtiment, c'est passionnant. Comme dit Philippe, si je conseille à un jeune quoi faire demain, c'est là aller. Bâtir des imaginaires, c'est essentiel. J'étais cet été à Munich, il y a un musée BMW sur la voiture. C'est incroyable ce qu'ils font. Quand est-ce qu'on a le musée de la rénovation? Quand est-ce qu'on a cet imaginaire auquel on va? Et ce qui nous fait rêver, c'est pas aller sur la Lune, c'est réinventer la Terre et ces logements dans lesquels on se lance. Et on a besoin qu'effectivement ça soit porté pour qu'il y ait une envie sociétale de rejoindre cette métier, cette filière, cette industrie immobilière plus large, parce qu'effectivement les combattants de la première ligne de la bataille pour le climat, c'est les gardiens des résidences sociales, c'est les architectes, c'est les plaquistes. Et voilà, on a vu avec la vague du Covid remettre au cœur ces métiers de la première de la bataille santé, hein, les infirmières, les aides-soignants, les caissières. Osons remettre aussi en première ligne ces nobles métiers de la filière qui ne sont pas en tout cas mis à leur noble valeur dans les préoccupations de la société. Donc, prochain bâtiment, on fait imprimer les posters. Non, je rigole. Nadia, réaction. Merci hein, pour tous les collaborateurs et pour tous ceux qui travaillent dans cette filière. Et voilà, ça résonne hein, quand tu entends ça. Juste un chiffre, les investissements supplémentaires annuels dans le secteur du bâtiment pour la décarbonation, 41,7 milliards selon une étude récente par an. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on va devoir surinvestir pour arriver à l'objectif de décarbonation. Donc voilà, il y a beaucoup de moyens à mettre. Il faut les mettre tout de suite. Et après, ce sera moins. Effectivement, à partir de 2030, c'est 2 fois moins chaque année. Donc il y a cet effort à faire. Donc voilà, un petit cohérence à appeler aussi dans les, je dirais, dans les politiques autour du bâtiment, hein, parce que le secteur social, ces 5 dernières années, c'est 10 milliards de prélèvements qu'on a subis. Donc il faut avoir ça en tête. Et donc se poser la question de voilà, ces prochaines années, est-ce qu'on continue à ponctionner ce secteur HLM ou est-ce qu'on lui donne les moyens de réussir parce qu'on a les moyens humains et on a les moyens techniques et on les a parce qu'on sait innover. Toutes les solutions du bas carbone, elles n'existent pas aujourd'hui.
mais elles sont en train d'être inventées par nous tous. Oui, Nadia, vous parliez de territoire, on parle de politique nationale. Si je reviens sur les propos de Yamina juste avant, de politique européenne, mais justement, c'est ça aussi qui manque aujourd'hui. Si on veut faire les choses bien, on parle de la France, mais comment est-ce qu'on peut justement, quelle politique européenne et pour mettre en place pour encourager et accompagner ces rénovations? Peut-être Philippe. Oui, on a des directives européennes en matière d'efficacité énergétique et qu'on applique pour déterminer nos orientations. Ce qui est important, c'est de mobiliser des financements européens qui permettent d'irriguer l'ensemble de l'activité. Et là, ces financements sont dirigés vers certains segments de l'activité en France, les bâtiments publics notamment. Peut-être aurait-on pu aller plus loin dans la diffusion de ces aides-là. Je pense que c'est nécessaire, mais il faut aussi retenir que le sujet du bâtiment est un sujet extraordinairement local. Et comme Nadia et Sébastien ont eu l'occasion de le dire, il n'y a pas deux situations qui sont identiques. Et donc, moi, je recherche avant tout la mobilisation locale, la mobilisation des élus locaux pour donner confiance et embarquer leur population dans des actions de rénovation énergétique qui peuvent se dérouler au plan du centre-ville, de la parcelle, du quartier, de l'îlot. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Ces actions collectives, elles portent beaucoup de fruits. Je termine juste par une idée sur les passoires thermiques. Il faut que ça reste la priorité des politiques publiques parce qu'elles conjuguent trois questions essentielles. Le volet économique, c'est 5 millions de passoires thermiques, c'est beaucoup d'argent à engager et beaucoup d'actions à recueillir de la part des professionnels. Objectif social, c'est là que sont logés les plus pauvres, les plus fragiles d'entre nous, et on doit donc leur accorder une attention prioritaire. Et puis l'objectif écologique, c'est là que les marges de progrès sont les plus fortes à réaliser, parce qu'on sait que c'est là qu'on a les logements les plus énergivores. Donc approche économique, approche sociale, approche écologique, c'est la définition même de ce qu'on appelle le développement durable. Et le sujet des passoires thermiques est donc au centre de celui-là. Merci Philippe. Sébastien, je vous laisse réagir. Juste rappeler à l'audience que vous allez pouvoir poser quelques questions. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, nous avons quelques minutes. Je pense que cette dimension européenne, pour travailler moi-même, en tout cas avec beaucoup d'acteurs européens, puisqu'on duplique en France quelque chose qui a bien fonctionné aux Pays-Bas, pour arriver à activer ces démarches d'industrialisation de la rénovation pour que ça coûte moins cher de rénover les gens très bien. Pour sortir de ce sujet, on n'a pas d'argent, donc on baisse les ambitions énergiques. Non, on n'a pas d'argent, donc on met plus de volume sur la table en travaillant en collectifs territoriaux plus larges. Je pense qu'on a quand même beaucoup plus de similarités que différences avec nos voisins européens. Il faut oser les activer sur ces sujets. La souveraineté énergétique européenne, ce n'est pas juste de la sobriété et des grands plans sur l'hydrogène. C'est effectivement aussi massifier cette rénovation dans chacun de nos pays, avec quand même des logements qui, même si le climat méditerranéen n'est pas le climat norvégien, qui est bon, pas tout à fait dans l'Europe, voilà, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. On a in fine des plaquistes, on a in fine des architectes, on a in fine des électriciens, des bailleurs sociaux dans tous ces pays pour arriver à les choses. Et je pense qu'il y a beaucoup effectivement à apprendre et que c'est un levier précieux de coopération sur ces solutions. J'exposais qu'effectivement il y a des politiques de cohésion au niveau européen qui sont menées, qui apportent des financements, mais on a besoin de le compléter par une politique industrielle européenne, un point que j'évoquais, qui me semble tout à fait précieux. Avec aussi, et c'est là aussi que la transition perturbe, il y avait beaucoup de politiques qui étaient très nationales et on se rend compte qu'il y a des sujets qu'il faut décentraliser à un niveau plus régional. Structurer une filière de la rénovation, ça ne se fait pas à un niveau national. On ne massifie pas la rénovation avec des logements à Brest, à Bastia et à Strasbourg. On le fait parce qu'on travaille en Pays de la Loire autour de Laval, du Mans, de Nantes. Voilà, c'est dans ces dynamiques qu'il faut régler. Mais n'empêche que cette structuration de filière,
elle se fera en Lombardie, comme elle se fera en Catalogne, comme elle se fera dans les Hauts-de-France. Et là, il y a vraiment des leçons à apprendre avec des choses sur lesquelles il ne va pas falloir réinventer la roue et oser s'appuyer sur l'intelligence collective qu'on aura habité ailleurs pour l'adapter à l'intelligence avec nos territoires. Ce ne sera jamais du copier-coller, mais si on peut en tout cas récupérer 60% d'une partition qui est tout à fait intéressante, ça nous fera gagner un temps fou. Et dernier point aussi quand même en Europe, c'est que bon, c'est un défaut, une qualité, on aime, on n'aime pas, mais on a un marché commun pour tout, sauf pour les matériaux de construction. Il faut aussi quand même que ça nous interroge. Quand même, il y a des typologies locales et des matériaux locaux. J'ai acheté une pomme, je peux la vendre, elle est produite en France, je peux la vendre en Belgique. Voilà. Pareil pour les téléphones portables ou les voitures. Il y a des matériaux, il y a des solutions innovantes françaises qui pourraient servir à nos voisins suisses ou espagnols. Et ben, les PME françaises quand ne le pas ne peuvent pas le vendre à nos voisins. Et de la même façon, des solutions très pertinentes qui existent en Allemagne qu'on ne peut pas utiliser sur des logements, notamment sociaux en France, du fait d'un certain nombre de résidus de l'histoire, mais je pense qu'il faut qu'on aille aussi plus loin dans la capacité à faire partager nos solutions d'un pays à l'autre, y compris dans ces dimensions réglementaires et de marché commun. Merci Sébastien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous avons des micros dans la salle, donc nous avons une question juste ici, le monsieur devant, merci de lui passer un micro, s'il vous plaît. Allô, bonjour. La question de la rénovation est prioritaire, mais comme sur d'autres sujets, par exemple les énergies renouvelables, où on a toujours une opposition forte et un problème d'acceptabilité sociale, par exemple pour les éoliennes, peut se poser et se pose la question de l'acceptabilité sociale. Donc au-delà de la question économique, il faut que ça soit rentable économiquement pour celui qui porte le projet. Il y a aussi la question du patrimoine et du paysage, notamment avec la rénovation extérieure et de la conservation de la qualité paysagère et patrimoniale, qui peut amener des blocages très 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 forts locaux et une non-acceptabilité sociale. On n'en a pas parlé pendant cette présentation. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Peut-être un mot rapide pour démarrer. Je pense que c'est sûr qu'on ne va pas rénover des bâtiments remarquables de la même façon que des bâtiments à l'architecture moins remarquable. Mais en tout cas, il y a aussi des opérations dans lesquelles on recrée du dynamisme de quartier, on recrée de la vie, on recrée d'ailleurs des fonctionnalités et on recrée une vie de quartier grâce à la rénovation par l'extérieur. Tous les bâtiments n'ont pas une architecture remarquable, il y a des choses plus ou moins réussies et il faut s'en faire d'un levier. Donc c'est vrai qu'on aime parler des trains qui arrivent en retard plutôt que de ceux qui arrivent à l'heure. Est-ce que tout a été fait par forme? Peut-être pas, mais il faut en voir pour moi une opportunité incroyable. Et il y aura des endroits où on rénovera par l'intérieur et pas par l'extérieur, parce que c'est ce qui sera pertinent de faire dans ces sujets. Il ne s'agit pas de l'appliquer dans le patrimoine, mais aussi regarder le fait que voilà, la ville de demain, c'est quand même à 75% la ville d'aujourd'hui qu'on va réinventer. Hein. Et le patrimoine de 2050, c'est 75% de logements qui existent. Et bien évidemment, il y a cette question d'acceptation architecturale. Il ne s'agit pas de ravaler sans se poser de questions, mais ça peut se faire de façon extrêmement harmonieuse. Et d'ailleurs, c'est aussi un des sujets, c'est que je suis sûr que vous avez croisé beaucoup de bâtiments extrêmement beaux qui ont été ravalés et rhabillés sans même le savoir, parce qu'il y a souvent des opérations extrêmement réussies. Alors, je vais compléter, mais je pense, enfin, nous, dans ce qu'on observe au niveau du patrimoine social, on a aussi du patrimoine remarquable. Hein. Il n'y a pas que des grandes barres, mais il y a une méthode avec une association aussi des locataires et on en profite aussi pour améliorer, on va dire, la visibilité de l'immeuble. Et dans certains cas, on a même rajouté des balcons, par exemple, quand je pense à 2 opérations où on a pu faire ça. Donc, on améliore globalement la qualité de vie et puis le visuel qui en sort est plus beau que ce qu'il y avait avant. Donc ça, l'acceptabilité, elle est plutôt très très bonne. Après, on va avoir des cas où il faut passer en isolation par l'intérieur, et là c'est un autre type d'acceptation. Vous auriez une acceptation effectivement sociale du bâtiment remarquable, mais en intérieur, eh ben, c'est souvent pour devoir sortir les personnes de leur logement, les reloger provisoirement le temps de faire ces travaux à l'intérieur. Donc c'est même plus compliqué en fait d'accompagner les habitants dans des isolations par l'intérieur que d'arriver à trouver le compromis. Mais je vous rejoins, il y a quelquefois, ça va buter aussi sur l'esthétique. Elle n'est pas toujours partagée, on va dire, avec un architecte des bâtiments de France qui a telle et telle prescription. Et donc, ça va ralentir aussi les projets. Donc là, il y a quelque chose à faire sur comment dire, un cadre de travail à mener. Mais en tout cas, par rapport aux occupants, je pense qu'il y a une fierté quand on améliore la visibilité de leur immeuble. Et c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on fait dans l'isolation par l'extérieur. Merci Nadia, merci pour la question. Peut-être une dernière question, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Bonjour, Christophe Chauvet, membre de l'ADI. Bonjour Philippe.
La question s'adressera à toi. Deux questions rapides. Premier sujet, il y a une très forte contestation aujourd'hui dans la RE20 thermique. Les études thermiques sont fortement contestées. C'est encore un problème. L'appareil ne marche pas. Allô? Oui, ça marche. Voilà, oui, je dirais que là-dessus, c'est comme un sujet d'avoir une valeur mathématique des consommations des bâtiments et d'une valeur certaine. Et deuxième sujet, on est beaucoup sur les sujets de rénovation. Si je prends l'exemple d'un hôpital, le coût sur 10-15 ans des travaux qui sont engagés sur un hôpital, c'est le prix de la construction d'un hôpital. Est-ce qu'à un moment, la réflexion de construire à neuf des bâtiments et d'accepter l'obsolescence de ces bâtiments n'est pas aussi un sujet à aborder? Je ne vais pas revenir sur Corinne Lepage qui me demandait comment on pouvait réhabiliter son local à Paris. Vu que c'est un local haussmannien, il y a peu de possibilités. Voilà 2 questions rapides. Merci. Philippe répondra sur les hôpitaux. Non, je plaisante. Il y a un vrai sujet de mesure. C'est quoi l'efficacité, effectivement? Il y a toute la... Comment dire ? Je ne vais pas revenir sur le DPE et puis ce mode de calcul, mais il y a aujourd'hui, je vais citer un programme qui s'appelle Profil, dans lequel moi je suis engagée aussi bénévolement, qui développe justement un outil de mesure pour avoir ce que c'est que la qualité intrinsèque finalement d'un bâtiment. Il y a quelques années, il fallait 4 jours pour pouvoir le mesurer. Là, l'objectif, c'est d'arriver à faire des mesures en moins de 24 heures, voire en quelques heures, pour justement avoir un outil fiable, parce que cette question de la mesure aujourd'hui, on n'a pas encore, comment dire, quelque chose qui soit complètement fiable et partagé. Et cet outil, ça nous permettra derrière de vraiment regarder avant-après si on a réussi ces travaux de rénovation. Donc je vous rejoins, il y a une question qui va se poser sur l'outil de mesure, mais il y a des travaux en cours et vu qu'on a déjà gagné quand même on va dire les 3/4 du temps, j'ai bon espoir qu'on y arrive scientifiquement là-dessus et que tous les professionnels qui sont impliqués d'ailleurs dans ce programme puissent derrière partager et l'utiliser et que ça nous donne un outil de référence qui soit efficace. Après, le débat que vous ouvrez sur démolition, rénovation, je réponds en disant que cette question tout à fait essentielle, est-ce qu'il faut rénover ou est-ce qu'il faut démolir et reconstruire, est une question qui justifie une séance complète et donc je n'y réponds pas. Un nouveau panel et on n'a plus le temps, donc bon, je pense que vous allez pouvoir continuer la conversation en off après. Merci à tous, vous pouvez les applaudir. Merci Nadia Bouillère, Sébastien Delpont et Philippe Pelletier. Merci beaucoup pour cette discussion.